Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un film est passé, podcast de cinéma animé par Patrick Ramu. Et bonjour Julien Patrick. Comélie. Bonjour Julien. Bonjour, ça fait plaisir de te retrouver pour parler aujourd'hui, brièvement mais complètement en détail en même temps, d'un film qu'on aime beaucoup, évidemment. Un film, est-ce que ce film avait marché à l'époque ? Je crois que oui. En Europe, Ouais. en France pas tellement, en Europe oui. Mais c'est un film qui est un peu tombé pas en désuétude, mais enfin c'est un film qui n'est pas forcément un truc qu'on met en avant tout le temps. C'est pas un film qu'on cite en référence tout le temps. Non, mais je parle dans le mainstream, des gens qui aiment bien voir des films bien torchés, dans lesquels on a des effets de surprise, et tout. Quand à la fin, on se dit « Oh là là !» Et celui-là, c'est quand même un must. C'est un film qui s'appelle Angel Heart, qui était sous-titré en français Aux portes de l'enfer, où je me souviens que dans la bande-annonce, il y avait une voix off qui disait « Tu vas finir en enfer, Angel », ce qui était assez merdique, je ne peux pas dire ça autrement, avec une affiche assez énigmatique, on voyait une cage d'ascenseur. Et c'est encore une detective story, comme on en a déjà eu, comme on en aime beaucoup, mais qui est assez originale, puisqu'elle se passe pas forcément à un endroit qu'on aurait imaginé dès le départ. Alors, elle commence à New York, Absolument. On est dans les années 50. Donc, tu l'as dit, une detective story. Donc, c'est le détective privé Harry Angel, interprété par Mickey Rourke. Mickey Rourke, dans ses derniers... Ouais, je pense qu'on revient, ça vaut quand même la peine. Il est encore très beau. Le cas Mickey Rourke, c'est quand même quelque Ouais. chose. Donc, ce personnage est contacté par un mystérieux personnage, lui, qui s'appelle Louis Siffre, interprété par De Niro, qui lui demande de retrouver un crooner du nom de Johnny Favorite. Siffre explique à Angel que Johnny Favorite, quoi. Ouais, Favorite, a un engagement à remplir envers lui parce que c'est un crooner qui est devenu célèbre et il lui doit donc sa célébrité. Et du pognon. Il lui doit du pognon et il souhaite savoir s'il est encore vivant. Parce qu'il a disparu de la surface de la Terre depuis quoi ? Quelques années ? Quelques mois ? Depuis quelques années, je crois. Ouais. Alors Harry Angel accepte le job qui est évidemment bien payé et commence à remonter la piste à partir d'un hôpital psychiatrique où avait séjourné séjourné Favorite, mais chaque personne qui l'interroge est assassinée peu après. Je veux dire, c'est un peu ça qui commence très rapidement, et l'enquête, et c'est ce que tu disais au début, l'enquête va amener donc Harry Angel en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, et ça va le plonger dans une très très sombre histoire de sacrifice, je n'en dis pas plus. Donc tout de suite, rite vaudou exactement. Sud des États-Unis. On est dans le film noir à la croisée du film d'horreur. C'est quand même assez du film d'horreur ? Ah ouais. Oui, du film d'horreur quand même. Ah ouais, moi je l'aurais pas vu comme ça, mais je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Donc d'ailleurs, je crois que c'est Alan Parker qui disait, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est Raymond Chandler qui rencontre l'exorciste. Voilà, c'est ce qu'il disait un petit peu. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Donc c'est un film qui est adapté d'un roman qui s'appelait Fallen Angel. D'un type dont je ne vais pas dire le nom parce que ça n'intéressera personne. Tu veux que je te dise le nom ? Tu peux, oui. Alors c'est William Horsberg, auquel Alan Parker a adapté donc lui-même ce roman. Il a apporté de nombreux changements, notamment de faire que le film se passe à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, également à Harlem. Et ça t'intéressera sûrement de savoir que les droits de ce roman avaient été achetés par Robert Evans. Ah oui ? Ouais. Qui avait en vue de réaliser avec John Frankenheimer. Voilà. Je dis pas que ça aurait été mieux, mais... Donc il les avait depuis longtemps, ces droits. Il avait depuis longtemps, il les a ensuite perdus, et à un moment, ils étaient en main de Robert Redford. Et je vois pas ce que Robert Redford aurait fait là-dedans. Je vois pas du tout ce que Robert Redford aurait fait là-dedans. Non. Et c'est un film qui, par rapport à son sujet dont on va parler, et puis sa nature, sans surprise, pendant très longtemps, les studios ne voulaient pas le financer, le jugeant trop sombre, trop risqué. Mais d'ailleurs, ça a été financé par un studio indépendant, Carolco, qui était la grande concurrence de la Canon. Hein. Oui. D'un côté, on avait les Israéliens avec Menachem Golan et Yoram Globus, puis de l'autre côté, on avait Andrew Vajna et puis Mario Kassar, qui venaient de je ne sais pas où, ces deux gars. Et ces quatre personnages sont quand même les plus gros kamikazes d'Hollywood. Je veux dire, ils ont réussi à foutre Hollywood à genoux avec des boîtes indépendantes. Je veux dire, Carolco, ok. Ils ont fini sur la paille avec l'îlot pirate de Rainier Harlem, qui ressort ces jours d'ailleurs. Il est épuisé. Je sais pas, tout le monde attendait ce film. Je vois pas tellement pourquoi, c'est pas si mal, mais voilà.
Mais Carol Crowe, ils ont quand même produit Terminator 2, par exemple. Terminator 2, c'est une boîte indépendante qui a produit ça. C'est quand même surréaliste de se rendre compte d'un truc pareil. Et puis, je veux dire, ils ont financé ce truc, effectivement, ce film qui était quand même pas évident, et ils ont accordé le final cut à Alan Parker, ce qui est quand même un bon signe de confiance. Sauf un truc, non ? Ouais, mais après, ils ont dû négocier un petit peu, on y reviendra. Mais en Sauf tout cas, un truc un peu sur le principe. Et Parker, au début, il rêvait de Jack Nicholson pour Harry Angel, pas forcément une très bonne idée, et de Marlon Brando pour le personnage de Louis Siffre. C'est marrant parce que je trouve que le casting finalement choisi, Mickey Rourke et Robert De Niro, est très bien, mais j'imagine très très bien et d'un côté Nicholson, si ce n'est peut-être l'âge, et Marlon Brando, ça aurait été moi je pense une très bonne idée. Quoi. Dans les années 80, ouais mais si. Mais en tout cas, en termes de... Oui, si, ça l'aurait fait... Non, mais même au-delà de ça, je pense que... Parce que c'est un rôle assis. Je suis pas sûr qu'on voit Robert De Niro debout une fois, et Marlon Brando en pachyderme Apocalypse Now, ça va très bien. Je trouve qu'il y a un côté plus sensuel dans le choix de ces deux personnes, ces deux acteurs. Mais en tout cas, c'était finalement, il était très content avec ce casting final. Hein, Mickey Rourke, De Niro qui lui au départ voulait le rôle de Harry Angel et qu'il a fallu des mois, il a fallu le convaincre d'interpréter ce rôle secondaire. Oui, mais il aurait pu le faire aussi, je pense. Très bien, oui, sans problème. Et Parker raconte le tournage de ce film comme une bonne expérience avec deux acteurs qui se jaugent continuellement et qui font un peu un match de boxe. C'était Mickey Rourke qui disait dans chaque répétition, il avait un truc dans les mains, des glaçons, etc., pour se mettre en état comme un combattant de boxe pour aller s'opposer à De Niro. Et là aussi, je trouve que ça se il ne pouvait pas simplement jouer. Non, voilà. Mais je pense qu'il était une question plutôt de je vais lui montrer à celui-là ce que moi je vaux. Et Parker dit lui-même simplement, pour parler de Mickey Rourke, tu disais dans une de ses dernières grandes performances, il est vraiment exceptionnel. Alors j'ai dit une des dernières fois où il est beau. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas une tronche complètement ravagée. Et puis c'est quand même est-ce que c'est le dernier d'une série de bons films qu'il a fait, parce qu'il a une petite série genre depuis l'année du dragon jusque là, il y a quoi entre deux? Je suis sûr que j'en oublie un ou deux qui sont après il a la même année, je crois, il tourne Barfly que des gens moi, j'aime bien, que les gens aiment plutôt assez moi j'aime bien. Un film oublié, bon. Voilà encore un film oublié qu'on voit pas, qu'on trouve pas. Après il a tourné Homeboy, moins bien, puis là ça commence à partir en sucette. Mais effectivement il est magnifique. Il joue vraiment très très bien. Et c'est vrai que quand on dit Angel Art, on voit évidemment il y a toute une ambiance, on va y revenir, mais on parle de cette ambiance vaudou. Il y a cette photo, cette photo magnifique de Michael Sarrazin, mais franchement c'est Michael Sarrazin, comme l'acteur. C'est un homonyme de l'acteur. Michael Sarrazin. Non, mais je crois que ça s'écrit pas comme ça, je sais autrement. Ouais. Bref, il y a Liza Bonet, quoi. Et oui, Liza Bonet. Oui, on n'a pas le droit. Qui échappée du Cosby Show. Échappée du Cosby Show, tant mieux pour nous, parce qu'alors elle est d'une sensualité dans ce film. Oui, je sais, ça ne se dit pas en 2023, mais n'empêche que ce film sans Liza Bonet, je pense, serait pas tout à fait pareil. Un rôle, est-ce qu'elle a un rôle ambivalent quand même un peu? Oui. Et puis elle est cruciale dans l'intrigue. Il y en a Charlotte Rampling dans un petit rôle qui a une seule scène, mais là aussi très bien. Très 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 bien. Alan Parker, moi c'est un réalisateur quand même avec lequel j'ai pas un problème, mais je l'associe tout de suite et toujours à Midnight Express, qui est un film qui lui colle au cul, je ne vais pas dire autrement, et un film que j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Alors bon, moi je l'associe plutôt, mais bon... à Mississippi Burning. Alors à Pink Floyd The Wall. Oui, à Pink Floyd The Wall, effectivement. Et Mississippi Burning et Angel Heart. Donc c'est vrai que moi, contrairement à toi, j'oublie Midnight Express. Midnight Express, un film auquel on doit quand même un des meilleurs gags de Y a-t-il un pilote dans l'avion, hein? Est-ce que tu as déjà vu une prison turque? Je pense que ce gag n'existerait pas sans celui-là. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre? Il y a d'autres films qu'il a fait que moi je suis pas ultra fan. La vie de David Gale avec Kevin Spacey. Mais avant, dans les années 80, il a fait deux autres trucs. J'aime beaucoup Birdie. Moi je délire pas, quoi. Ouais, moi j'aime bien. Après il a fait Bienvenue au paradis, ça c'est la fin des années 80, 90 avec Dennis Quaid. C'est un peu du... Tout n'est pas très bon, hein. Il a fait The Commitments, ça c'est un film moi j'aime pas trop. Et puis il a fait encore les cendres de Angela. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais. Mais pour moi, Alan Parker, c'est bon, c'est quand même, ça fait penser aussi un petit peu à Adrian Lyne. Hein. C'est ces réalisateurs anglais qui mettent l'esthétique en avant.
qui sont aussi ancrés dans une espèce de rock pop culture comme ça. Et c'est vrai que d'ailleurs quand on pense à Adrian Lyne qui a fait L'échelle de Jacob, c'est bien ça. Pour moi il y a un peu une parenté entre ces deux films. C'est vachement bien ça, parce que vous n'avez jamais vu L'échelle de Jacob avec Tim Robbins, je crois. Hein. Oui. C'est vraiment très, très dans le genre de petit trésor un peu film en limite fantastique où on a un peu aussi parano, sur le cul en arrivant à la fin. Ouais, c'est vraiment très très bon. Ouais. Donc Alan Parker, je suis comme toi, je suis pas enthousiasmé, mais je dois dire. Alors il a le facteur sympathie. Exactement. C'est un type, on l'écoute parler de Cinoche, on sait qu'il aime le Cinoche. Il est assez humble. Complètement, ouais. Contrairement à Ridley Scott. Contrairement à Ridley Scott, ouais. Et il était. Et Adrian Lyne aussi, je crois. Oui, ça aussi. Ouais. Mais je dois dire que si on pense au talent de Alan Parker, c'est un film emblématique. Tu as raison, quand on parle des films des années 80, c'est pas forcément celui-ci auquel on pense parmi les grands films. Alors nous, on a grandi à cette époque-là, donc moi je me souviens très bien quand il est sorti, je me souviens très bien d'avoir vu les bandes annonces. Je n'étais pas allé le voir, je l'ai vu en vidéoclub quelques mois après, et c'est là que je me dis mais pourquoi je suis pas allé le voir, parce que c'est vrai que voilà. Et est-ce que Mississippi Burning, qui est le deuxième à mon avis grand film d'Alan Parker, il a une ambiance assez comparable finalement. Celui des États-Unis. Je parle pas du sujet. Hein. Oui, le côté poisseux. Un peu côté poisseux de la texture du truc qui est tout à fait similaire. Mississippi Burning avec Willem Dafoe et Gene Hackman. Si vous n'avez jamais vu ce truc, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, Angel Heart, tu as dit, tu as parlé de Lisa Bonet. C'est un film où il y a de l'horreur, il y a du sexe, ça mélange les deux, et c'est un film qui a failli être classé X. C'est vrai ? Oui. Ah bah oui. Ouais, je vois pourquoi. Hein, il a je dû crois que je couper vois quelques pourquoi. plans. C'est vrai ? Oui. Et pour la sortie américaine, je crois que il me semble qu'en Europe, la version était complète. C'est un film, il faut reconnaître, je ne sais pas, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de studios qui accepteraient de filmer. Je parle pas du streaming, mais un studio hollywoodien, je vois difficilement un film comme ça. Encore une fois, c'était pas un film de studio. Après, il y a un gros problème, c'est que est-ce qu'on peut... non, parce que ça va divulgacher le truc. Mais ça fait quand même partie de ces films, à la limite de la parano aussi, parce que on a un personnage qui enquête sur un fantôme. Et ça, c'est pas souvent aux États-Unis. Il y a Monsieur Klein, voilà, typique de Joseph Losey avec Alain Delon, qui est un film assez comparable dans le sens de quelqu'un qui est chargé d'enquêter sur un homme dont on lui donne le nom, et puis chaque fois qu'il arrive quelque part, on dit « Ah, mais il vient de passer ». Puis des fois on lui dit mais il vous ressemble un peu, c'est étonnant ce monsieur. Et donc c'est des films à la limite de la parano et où on nous explique pas forcément tout. Là c'est assez clair, je dirais à la fin. Peut-être même trop. Mais je pense que c'est même presque voulu. Je pense que on voit assez vite, à cause de justement, d'ailleurs le personnage lui-même fait référence à un indice, en disant cet indice est un peu évident. Le personnage d'Harry Angel le dit à la fin du film. Donc c'est peut-être même un peu voulu, parce que je pense que c'est aussi quand on regarde le film, c'est tout aussi intéressant. Il y a un twist, certes, mais c'est aussi intéressant, si on s'en rend compte, d'assister à ce qui arrive à cet homme en soupçonnant ce qui va lui arriver. Parce qu'il y a vraiment, le film est fait sur, on dit toujours que le diable même se si cache, on le sait, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, parce qu'on dit toujours le diable se cache dans les détails. Moi, j'ai vraiment revu ce film, et au niveau des choix de la manière dont on éclaire des escaliers, des cages d'ascenseur, des grilles, il y a le jeu d'ombre, de lumière, la manière dont le personnage de De Niro est mis en scène, comme il est révélé, c'est assez évident. Et il y a toute une mise en scène on n'essaye pas de cacher vraiment la chose, sans non plus appuyer trop au niveau de l'histoire, ce qui fait que c'est un film qui se revoit avec beaucoup de plaisir, parce que même quand on sait le truc, ça gâche pas du tout le plaisir. Ouais. Contrairement à on en parlait avant, rien à voir, mais contrairement à Saw par exemple, qui est un film qui avait fait un buzz pas possible, qui est un petit film extrêmement malin, qui a coûté quasiment rien, et le problème c'est quand on sait le twist final, quand on revoit le film, on ne voit que les défauts, et puis ça fonctionne très 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 moyennement. Moi je me souvenais aussi vaguement, puis en le revoyant, je dis ah mais oui, évidemment, c'est un des rares films où je trouve que le générique de fin a une pertinence, c'est-à-dire qu'on reste jusqu'au bout,
au bout du bout, même si ça va rien changer, on va pas avoir, comme dans un film Marvel, un twist ou une bande-annonce d'un truc, mais c'est juste pour dire, mais est-ce que vraiment on a bien... Oui, vous avez bien compris, et puis vous l'aviez compris depuis une plombe, mais vous avez envie quand même d'en être certain. Mais alors, toi, tu vas quand même nous parler, on spoil rien de ça. Moi, il y a quand même un truc, on en a déjà parlé en hors-champ, mais qu'est-ce que c'est que c'est parce qu'il y a 2 effets spéciaux et demi dans ce film qui ne servent à rien, si ce n'est à nous donner envie, pas de rire, mais de dire, mais pourquoi gâcher notre plaisir en nous mettant une évidence encore plus en évidence alors que c'est pas la peine, puis c'est vraiment foireux, quoi. Alors, c'est de la surimpression, mais à 2 balles. On se croirait dans un film italien de fin des années 70, quoi. Alors bon, je crois que De Niro voulait cet effet spécial. Ouais, il le voulait. Et après, il y a l'effet sur un autre personnage qui est plus... Alan Parker lui-même, je crois, dans une interview, reconnaît que c'était peut-être pas une très bonne idée. Non, moi je pense que c'est une très mauvaise idée, mais enfin, je me rappelle qu'à la sortie du film, c'est quelque chose qui a été... C'est pas une question d'un effet spécial qui vieillit, c'est quelque chose une technique qui est utilisée, qui fait une révélation qui n'en a pas une, et qui effectivement est peut-être un des seuls défauts, je dirais formels du film, parce que sinon pour moi c'est un des rares films des années 80 qui montre les années 50 et qui arrive à mêler cette ambiance 80s. Il y a une musique avec ce saxophone un peu 80s quand même, mais avec une reconstitution des années 50 qui est extrêmement poisseuse, réaliste. Et c'est dommage, c'est vrai, cet effet spécial utilisé donc pour ces 2 personnages, c'est un peu malheureux. Il y avait vraiment, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Et moi, ça me fait penser à Psychose. C'est un peu con parce que moi, j'avais jamais remarqué, mais quand j'ai montré Psychose à mon fils, il y a un plan à la fin, très très bref, qui c'est vrai, a un côté un peu risible, qui fait que ça te sort du truc. Et là, c'est un peu pas le même problème, le même cas en fait, qui fait qu'on se dit mais c'est un peu dommage. Est-ce que tu trouves aussi que, parce qu'on en a parlé dans un épisode précédent, si vous nous suivez chaque semaine, qu'il y a un petit lien de parenté entre Angel Heart et les Envoûtés de John Schlesinger? Oui, je pense que c'est de la même Ils sont sortis la même année, je crois. 87, peut-être les 2. 6 ou 7, oui, mais t'as raison. Je crois que c'est pareil. Oui. Donc je pense que c'est du pur hasard. Mais les Envoûtés, un film qui n'a rien à voir. Mais personne n'en parle, les Envoûtés. Non, puis c'est bien. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Dans des films d'horreur tardifs avec de grands studios, avec un réalisateur classique et un casting plutôt de films traditionnels. Si vous n'avez jamais vu Les Envoûtés, on le trouve assez facilement maintenant. Alors, c'est pas du tout du même acabit qu'Angel Heart. On n'est pas du tout au même niveau. Mais on a une ambiance un peu comparable. Et c'est quand même vraiment plutôt pas mal. Martin Sheen est très bien. Enfin, moi, j'ai découvert ce film très tardivement en écrivant mon livre. Je l'avais jamais vu. Et je me dis, bah voilà, un film 80s qui est plutôt pas mal. Donc, Angel Heart. C'est ressorti chez Studio Canal en 4K ou en Blu-ray qui vient du Master 4K, donc on pouvait le voir dans très très bonnes conditions, avec des bonus assez sympas, puisqu'on voit qu'Alan Parker, comme tu disais, n'est pas du tout quelqu'un ni de prétentieux ni de vaniteux, et on voit que c'est un peu comme Jean-Jacques Hano. Ils ont un peu la même dégaine d'ailleurs, des gens qui aiment le cinéma, qui aiment en parler, ils aiment partager ça. Comme Alain Corneau, c'est des gens un peu comme des jukebox, on les aurait à cette table. Je pense qu'on passerait une excellente soirée avec des anecdotes à n'en plus finir. Et ce qui est marrant, c'est qu'Alan Parker, qui a ce côté plutôt jovial, comme ça, de bon voisin, bon pote chez qui on va boire l'apéro, a fait quand même des films plutôt intenses. Est-ce qu'il a fait une comédie ? Une franche comédie. Il a fait le Dr Kellogg, là, ce truc, c'est une catastrophe, complètement raté ce truc. Merci Patrick, je l'avais oublié celui-là. Au bon soin du Dr Kellogg, avec Anthony Hopkins qui raconte l'histoire du mec qui a inventé le cornflakes. Mais enfin, c'était... Ouais, alors c'est un désastre complet. Il y a plein de femmes nues, je me souviens, dans ce film, partout. Mais ça ne servait à rien, c'était une horreur. Alors celui-là, on l'a oublié, on sait pourquoi. C'est en 1994, je crois. Ouais, je crois. Atroce. Bien. Donc Alan Parker, voilà, si vous connaissez pas trop ce réalisateur, le nom vous dit quelque chose, on pense à... Ne regardez pas Midnight Express. On passe à Midnight Express, mais on n'a pas parlé, mais Mississippi Burning, Angel Heart, ça c'est quand même 2 vraiment excellents films, et ce Angel Heart, c'est devenu quand même un film culte. Oui, c'est devenu un film culte. Et c'est de nouveau la victoire d'un cinéma soigné, avec un cinéaste qui sait faire des films où à la sortie il s'est fait sans surprise massacrer en disant mais publiquement ça avait marché ici, il était soigné dans des grandes salles, mais aux États-Unis, et même des critiques en disant que c'est beaucoup trop, c'est l'esthétique, c'est d'abord la narration visuelle, et puis tu as envie de dire le cinéma c'est un peu le cinéma, c'est un petit peu ça, c'est un peu l'idée de départ quand même, et qui heureusement aujourd'hui
je trouve, a gardé toute sa puissance, effectivement, avec une superbe copie que vous aurez plaisir à découvrir. Et puis alors, De Niro, est-ce que c'est de nouveau un film où il a pris du poids pour le film? Ou alors ils ont mis des prothèses, je sais pas quoi, parce qu'on a l'impression qu'il pèse 200 kilos. Ah non, pas trop. Avec cette grosse barbe comme ça. Pas trop. Et ses ongles dégoûtants, là, quand il pèle ses œufs. Ah, c'est atroce. Peut-être qu'il était sorti des Incorruptibles, mais là, il avait pris une prothèse. Je sais pas. En tout cas, c'est cette période où il fait apparition dans des rôles de secondaires dans les années 80. Mais essentiel. Et il est vraiment charnière. Il est vraiment excellent. Est-ce qu'il est des fois pas bon? Quand il en fait des caisses, et dans les comédies où il en fait des... Dans le dernier Scorsese, par exemple. Moi, je trouve qu'il en fait trop. Mais je suis pas d'accord. Oui, je sais. On en parlera une autre fois. Allez. En tout cas, bon cinéma, bon film. Et puis, au plaisir de vous retrouver prochainement avec d'autres films qu'on aime beaucoup. Et on espère que vous les aimez aussi ou que vous aurez plaisir à les découvrir un peu grâce à nous quand même. Allez, bonne soirée ou bonne journée. À tout bientôt.